Les disparus d'Alcácer. Aujourd'hui, j'aimerais vous emmener en Espagne. J'aimerais vous faire connaître une affaire qui a fait énormément de bruit dans le pays, mais aussi dans le reste du monde, dans les années 90. Cette affaire renvoie à 3 jeunes filles, 3 amies, qui vivent à Alcácer, une ville espagnole de 10 000 habitants, qui se situe à 15 km de Valence. Le 13 novembre 1992, les 3 amies veulent se rendre en autostop à une fête organisée par le lycée, et malheureusement, elles vont croiser la route de 2 individus, Antonio Anglès et Miguel Ricard. Myriam García Iborra est née le 28 juillet 1978. Elle a 14 ans au moment des faits. Elle vit avec ses parents, ses 2 petits frères et elle suit une formation professionnelle au centre La Florida, situé à Catarroja, à 8 km de son domicile. Myriam est décrite comme une fille assez réservée, voire timide. Pour autant, elle est de nature assez gaie et reste très sensible à ses 2 passions qui sont la poésie et le ballet. Antonia Gómez Rodríguez, plus fréquemment appelée Tony, est née le 25 mai 1977. Elle est alors âgée de 15 ans et est la dernière d'une famille de 4 enfants. D'après ses proches, elle est timide, un peu craintive, mais très affectueuse et fait preuve d'une grande bienveillance envers les gens. Elle est également considérée comme une jeune fille responsable dans le sens où elle prévient absolument tout le temps ses parents lorsqu'il lui arrive d'être en retard. María Deseada Hernández Folch est plus connue en tant que Désirée. Elle est née en février 1978. Elle a alors 14 ans au moment des faits. Elle a une grande sœur. On sait qu'elle aime le sport et qu'elle pratique intensément l'athlétisme et le patinage. Niveau scolaire, elle n'est pas très studieuse mais s'accroche. Elle est également décrite comme une jeune fille très sociable avec un caractère bien affirmé. Ce 13 novembre 1992, le lycée donne une fête privée dans le cadre d'une levée de fonds pour l'organisation d'un voyage scolaire en fin d'année. La soirée a lieu dans une discothèque appelée le Couleur à Picassent, qui est une ville voisine de quelques kilomètres. Ce jour-là, les filles passent quelques heures chez Esther, une de leurs amies communes, qui est grippée. Ses amies lui tiennent donc compagnie, elles papotent, elles rigolent et tentent de la convaincre absolument de se joindre à elle pour passer un beau moment à cette soirée. Mais Esther, qui se sent un peu trop faible pour aller faire la fête, reste sur ses positions et décline l'invitation. On sait que Myriam va appeler chez elle et que c'est sa mère qui va décrocher le téléphone. Myriam lui demande alors si son père peut venir les récupérer chez Esther et les déposer ensuite au couloir. Mais sa mère lui explique que son père, grippé également, est dans l'incapacité de se déplacer et qu'il a besoin de repos. On ne sait pas vraiment comment se termine la discussion, mais après cet appel, les amis prennent la décision de se rendre au couloir en autostop. Dans un premier temps, c'est un jeune couple d'Alcácer qui accepte de les avancer à mi-chemin du parcours. Ils les déposeront donc vers une station-service et poursuivront leur route. Puis, d'après la déclaration d'une dame qui passait par là, une Opel Corsa blanche a ralenti et s'est arrêtée près des 3 jeunes filles. Après qu'elles aient échangé quelques mots avec les occupants du véhicule, elle a vu les 3 amies s'engouffrer à l'arrière de la voiture. C'est la dernière fois que Désirée, Myriam et Tony seront aperçues. Elles viennent de monter dans le véhicule d'Antonio Anglès et de Miguel Ricard. Miguel Ricard est né le 12 septembre 1969. Depuis le décès de sa mère, alors qu'il n'a que 3 ans, il vit avec son père et sa sœur. Son père est connu pour sa rudesse et son penchant pour l'alcool, et il décide d'envoyer son fils à l'école pour orphelins San Juan Bautista. Il a ensuite obtenu une bourse qui lui a permis d'intégrer en internat l'Université du Travail de Cheste. En fait, c'est un institut que les élèves peuvent intégrer à partir de l'âge de 11 ans. Mais le corps enseignant commence à remarquer des comportements bizarres chez Miguel et vu qu'il se met aussi à avoir de mauvaises fréquentations, ils prennent la décision d'annuler sa bourse et de le renvoyer.
Il sera alors scolarisé en école publique, retournera vivre chez son père, avec lequel la relation n'est toujours pas au beau fixe. À 16 ans, il abandonne l'école et fait des petits boulots. Il aide ainsi son père, mais Miguel a besoin d'autre chose, il a besoin d'un peu de légèreté. Il se met alors à fréquenter ses premières boîtes de nuit et à consommer ses premières doses de drogue. Son revendeur le plus régulier n'est autre qu'Antonio Anglès. À 18 ans, il s'installe avec sa petite amie, avec laquelle il aura une petite fille, mais plus tard. À 20 ans, il s'engage dans la Légion. À son retour, il retrouve bien des jobs, desquels il se fera licencier ou qu'il quittera de lui-même. Il se séparera définitivement de sa compagne lorsque sa fille aura 6 mois. Et dès lors, il s'installera chez Antonio Anglès. Antonio Anglès est né le 25 juillet 1966. Il est d'origine hispano-brésilienne, issu d'une famille nombreuse composée des parents, de 2 sœurs et de 5 frères. Antonio est décrit comme un homme violent qui, selon ses proches, avait tendance à s'en prendre même physiquement à sa mère. Kelly, l'une de ses sœurs, dira qu'il n'éprouvait aucune compassion pour les autres et qu'il inspirait même la peur. Non sans surprise, il connaîtra des démêlés avec la justice pour trafic de drogue et aussi pour avoir séquestré une jeune fille avec laquelle il avait, semble-t-il, une relation. Il est aussi connu pour des braquages qu'il commettait entre autres avec son frère Roberto et Miguel, ce qui leur a valu des petits tours en prison. Au fil des heures, et n'ayant aucune nouvelle de leur fille, l'angoisse commence à monter dans les familles. Le père de Myriam, Fernando, grippé mais trop inquiet, s'est rendu à l'endroit où devait se tenir la soirée. Malheureusement, il ne trouvera aucune trace d'elle. Certaines versions disent que la fête était finie et que Fernando est donc arrivé devant une discothèque close et déserte. Les autres sources disent que Fernando est arrivé devant la discothèque et que, la fête battant son plein, il a bien croisé du monde. Mais tous les élèves affirmaient la même chose. Tony, Désiré et Myriam ne se sont jamais présentés à cette soirée. Conscient que quelque chose ne va pas, Fernando se rend à la Guardia Civil pour déclarer la disparition et demander de l'aide. Il est alors 23h et le policier lui répond qu'il est encore trop tôt, qu'à cet âge, les filles sont un peu tête en l'air, mais qu'elles finissent toujours par rentrer avec un peu de retard. Il termine son discours en recommandant à Fernando de revenir dans 24 heures si dans l'intervalle, elles ne se sont toujours pas présentées. C'est donc le lendemain que les autorités vont commencer à prendre cette disparition au sérieux. Des véhicules seront déployés et des avis de recherche placardés. Fernando Garcia, connaissant la puissance des médias, fera connaître l'histoire dans les journaux et sur les plateaux télé, ce qui permettra à cette affaire de bénéficier d'une couverture nationale mais aussi internationale. Pendant plus de 2 mois, les recherches ont été menées sans relâche, les familles gardant une lueur d'espoir malgré la terrible attente. Le 27 janvier 1993, 2 apiculteurs qui se trouvaient dans une zone rurale de la Romana, à Catado, ont appelé la police. Ils déclarent être sur une scène de crime et décrivent ce que les pluies des jours précédents ont fait sortir de terre. Un bras humain. Les corps des disparus d'Alcacer sont retrouvés 75 jours après la nuit fatale. Près des corps mutilés, les autorités ont retrouvé différents objets tels que des gants, ceintures, jumelles et vêtements, ainsi qu'un document de sécurité sociale au nom d'Enrique Anglès, qui est le frère d'Antonio. Impatients d'élucider les mystères entourant ces meurtres, les autorités se rendent à l'adresse indiquée et ils ne le savent pas encore, mais Antonio, à leur approche, vient de s'échapper par l'une des fenêtres de l'appartement. Pendant ce temps, la police s'entretient avec Enrique et sa mère, et au fil des questions, ils apprennent que celui-ci souffre de schizophrénie et d'un retard mental, et que c'est Antonio qui a pour habitude de prendre son attestation de carte vitale. Il se lance alors à sa recherche, en vain. Antonio se cache, tentant désespérément de quitter le territoire pour échapper à la justice. En parallèle, les recherches ont été vivement critiquées par l'opinion publique. Les autorités ont révélé 7 cheveux de 7 personnes différentes sur les corps et plusieurs rumeurs ont alors vu le jour.
Certaines disent que ce triple meurtre cache en réalité un crime sous fond de rituel satanique. D'autres disent que ces crimes sont liés à la pédocriminalité dans les hautes sphères politiques. Antonio se cachera pendant 1 mois dans une ville voisine, puis échappera à un raid lancé dans la ville de Villamarxant. Il réapparaîtra plus tard à Minglanilla et c'est la dernière ville espagnole dans laquelle il sera aperçu. En mars 1993, il sera vu à Lisbonne, puis on le verra une dernière fois à bord d'un navire vers l'Irlande, mais il échappera encore une fois aux autorités en sautant à l'eau. Depuis, plus de nouvelles. Il demeure actuellement l'un des criminels les plus recherchés par Interpol. Quant à Miguel Ricard, il se serait présenté de lui-même au domicile des Anglès, et comme il est l'ami proche d'Antonio, la Guardia Civile lui demande s'il peut les suivre afin de leur apporter un maximum d'informations qui leur permettraient de localiser le fuyard. Les heures passant, Miguel se laisse aller à quelques confidences, notamment sur le caractère nocif de sa relation amicale avec Antonio. Il dira que celui-ci avait de l'influence sur lui, qu'il le dominait totalement et qu'il le manipulait à sa guise. C'est à ce moment que la Guardia Civile profite de l'occasion pour lui poser des questions sur la nuit de la disparition. Miguel donnera plusieurs versions des faits, tantôt complice passif sous influence, tantôt forcé d'obéir sous la contrainte. Finalement, il passe à table et décrit avec beaucoup de détails le déroulé de la soirée. Selon les déclarations de Miguel, lorsque la voiture est arrivée près de la discothèque, Antonio, qui se trouve côté passager, ordonne à Miguel de ne pas s'arrêter et de poursuivre son chemin. On ne saura donc jamais si les deux hommes ont fomenté ce plan en voyant les 3 filles à la station-service ou si Antonio a pris cette décision à l'instant T. Sentant la panique les envahir, les 3 filles ont commencé à s'agiter à l'arrière de la voiture et à hurler à plein poumon. Antonio, agacé par ce raffut, s'est retourné sur son siège et les a frappés au visage à l'aide de la crosse de son arme. Il leur a porté des coups d'une telle violence qu'il leur a fracturé quelques dents. Après avoir parcouru plus de 150 km, ils sont arrivés dans une vieille maison abandonnée, en ruine, située dans une zone isolée et difficile d'accès, appelée La Romana. Une fois à l'intérieur, ils leur font subir les pires atrocités. Ils les ont ligotés, les ont roués de coups. Ils leur ont fait subir des viols à répétition, les pénétrant brutalement par les 2 voies. Mais leur sadisme n'étant pas pleinement satisfait, ils ont pris un malin plaisir à mutiler leurs parties génitales à l'aide de bâtons. Puis les 2 hommes ont fait une pause, le temps de se rendre au bar El Paso pour manger un bout. Ils seront de retour 2 heures plus tard. Ni la douleur des filles, ni leurs larmes et leurs supplications ne viendront à bout de leur plan diabolique. Ils s'endormiront tranquillement jusqu'au lendemain matin. À leur réveil, ils ont entraîné Désiré, Myriam et Antonia vers une fosse qu'ils ont creusée en amont, où ils se sont adonnés à d'autres tortures immondes. Désiré a eu un mamelon sectionné, puis a été poignardé à 2 reprises dans le dos. Antonia et Myriam ont été battues avec des bâtons et des pierres. Enfin, ils les ont achevées en leur tirant une balle en pleine tête, les ont enterrés, puis s'en sont allés, simplement. On n'a jamais su à qui appartenaient les 7 cheveux retrouvés sur le corps des victimes, mais l'opinion publique a bien conscience qu'avec l'arrestation de Miguel et la recherche d'Antonio, ce n'est qu'une infime partie de l'iceberg qui a été révélée, et que la plus grosse partie, la zone d'ombre, reste encore à élucider. Le procès se tient en 1997. Miguel a initialement été condamné à 170 ans de prison et n'était libérable qu'en 2023 à la base. Mais depuis l'abrogation de la doctrine Paro, et la doctrine Paro, c'est une loi qui permet à la justice espagnole de prolonger la détention des prisonniers jusqu'à la durée maximale. Donc depuis l'abrogation de cette doctrine, il n'a effectué que 20 ans de prison et a donc été libéré en 2013. L'État a été condamné à verser 600 000 € à la famille des victimes. 30 ans après,
Le souvenir de Myriam, Désiré et Tony est ancré dans les mémoires. Ce crime reste l'un des plus déroutants de l'histoire espagnole.